Manufacturing is entering a new age, an age of endless opportunities for the knowledge industry. Singapore is taking the next big step in developing its advanced manufacturing ecosystem. Jurong Innovation District, JID, is a concentrated, dedicated, advanced manufacturing campus. It's a space where your neighbors are leading technology providers, high-tech manufacturers, researchers, and educational institutions. Key of the Advanced Manufacturing Transformation Center is to accelerate the adoption of the existing and upcoming factories for additive manufacturing. We set up there a complete ecosystem that is accessible to all companies embarking on their digital transformation journey. A collaborating platform for co-creation with existing and new customers. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette dernière partie du cours Transition numérique et espace public, l'impact des technologies de l'information et de la communication sur notre société, sur nos organisations et sur même notre vie quotidienne. Le cours d'aujourd'hui sera consacré au Smart City, c'est-à-dire à cette utopie de la ville de demain, de la ville du futur profondément transformée par les technologies de l'information et de la communication. On a vu fleurir depuis plus de 20 ans des utopies se multiplier, puis se réaliser, investir la ville et transformer progressivement là des quartiers, là des bâtiments, mais dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, des villes entières sortir comme des champignons, comme des prototypes de la ville de demain. La Smart City, c'est à la fois une utopie, mais c'est aussi des prototypes, c'est aussi des expérimentations qui visent à imaginer notre façon de vivre demain profondément impactée par le modèle de transition numérique que nous avons discuté jusque-là. Demain, 80% de la population vivra dans une ville, nous disent les démographes. À la fin du XXIe siècle, en Occident, ça sera sûr, dans beaucoup d'autres continents, on atteindra des villes de plusieurs dizaines de millions d'habitants. Cette concentration de population dans un faible espace matériel, dans un faible espace géographique, est vue comme une opportunité pour les Smart Cities. L'investissement des technologies de l'information et de la communication est très coûteux et quand il doit se répartir dans les espaces, il devient véritablement difficile. L'idée que la population se concentre dans un lieu et dans un espace restreint est un facteur d'accélération de la transition numérique. D'ailleurs, on verra toujours que les technologies numériques se déploient d'abord dans les hypermétropoles, dans les hypercentres et ont beaucoup de mal à se déployer en périphérie et laissent souvent des zones blanches. Donc la Smart City, c'est à la fois une facilité, c'est l'idée que 80% de la population va vivre dans des villes et dans des villes de plus en plus concentrées et de plus en plus grosses et que ça va être un facteur d'accélération de la transition numérique. De plus, ces villes, ces macro-villes, ces instances à la fois politiques, économiques et géographiques deviennent de plus en plus autonomes. On observe une bataille, une compétition des capitales à l'échelle internationale ou des villes à l'échelle régionale entre elles pour pouvoir attirer les habitants, les investisseurs, les entreprises, les administrations publiques. Donc la ville se pose la question véritablement de son attractivité, ce qu'elle peut fournir aux acteurs, qu'ils soient des habitants, des entreprises, ce qu'ils peuvent fournir comme avantage compétitif. La ville se pense donc comme une infrastructure, comme une plateforme de services, comme un système d'exploitation qui permettrait à la fois le développement économique, mais aussi le développement du bien-être, le développement du bonheur, le développement de la réalisation de soi. Et ces plateformes rentrent tout naturellement en compétition les unes avec les autres. Donc la Smart City, c'est à la fois une opération marketing très forte des villes, mais c'est aussi une expérimentation, une innovation de la plateforme urbaine comme espace public de développement économique, de bien-être social, de sécurité et en même temps d'épanouissement au sein de sa région et de son environnement. Donc la Smart City comme utopie, c'est la rencontre entre
la transition numérique et l'espace urbain, le lieu de vie moderne au XXe siècle. La ville et la transition numérique. Et entre les deux, entre la Smart City et la ville, il y a évidemment l'utopie de l'intelligence artificielle comme un agent gouvernant, comme un agent administratif totalement harmonieux. La ville devient donc une ville algorithmique dans laquelle on rêve dans cette utopie que l'ensemble des algorithmes puissent permettre de mieux nous diriger, mieux nous organiser, que ce soit dans la circulation, que ce soit dans la consommation d'énergie ou de nos déchets, que ce soit dans la surveillance de nos villes et la sécurité. L'agent algorithmique devient une sorte de substitut de l'agent administratif, d'organes augmentés fournis aux services publics pour offrir une ville plus sûre, une ville plus agréable, une ville surtout plus efficiente. La ville, comme plateforme, se veut aussi l'incarnation des technologies pervasives. En tant qu'architecture numérique, à proprement parler, en tant qu'environnement dans lequel on vit, la ville est le lieu de l'investissement, des capteurs, de la communication, des interfaces, le lieu où une mutualisation dans l'investissement des architectures de l'information, des autoroutes de l'information, mais aussi des interfaces entre l'humain et l'algorithme, le lieu dans lequel on va pouvoir mutualiser et on va pouvoir concentrer ces interfaces et surtout, on va pouvoir réaliser la pervasivité. Ça veut dire la continuité permanente entre mon espace privé, mon espace professionnel et mon espace public. Ces trois lieux totalement interconnectés et reliés par l'architecture urbaine. Troisième élément, la ville est aussi le lieu de la sociabilité, c'est le lieu de la démocratie. C'est depuis tout le temps le centre-ville, c'est le lieu de la République et de la démocratie. Donc la ville se pense aussi comme un vivre ensemble, comme un être ensemble, comme un espace qui va faciliter les interactions. Et à une époque où justement l'interaction dans la ville est de plus en plus angoissante, dans laquelle ces énormes villes sont de plus en plus stressantes, sont de plus en plus difficiles, un des enjeux majeurs du numérique, c'est d'adresser cette question de la convivialité, de l'échange, du vivre en commun, de la participation. Et le numérique, la Smart City, se veut la résurgence de la participation, la résurgence de la démocratie locale grâce au numérique et contre cette massification. La massification ayant rendu difficile justement cette vie en commun et cette participation collective. Donc derrière cette utopie, il y a évidemment des projets très concrets. Parmi les projets qu'il faut citer, le premier, on l'a dit déjà dans la transition numérique, des investissements, qu'ils soient des investissements sur du câble, sur de la fibre, mais aussi de l'investissement sur les réseaux non filaires, c'est-à-dire le Wi-Fi, la 4G, la 5G aujourd'hui. L'architecture urbaine doit être avant tout la possibilité d'aller très vite dans les autoroutes de l'information. Et ça, c'est un investissement numéro 1, que dans la possibilité dans une ville d'être constamment interconnecté à très haut débit. La 5G pour cela est un moment crucial de l'année 2020 à 2030 pour réellement être capable de créer un espace totalement pervasif. Le deuxième investissement, c'est la donnée et surtout les capteurs de données. La ville, en concentrant l'ensemble de ses habitants et en étant déjà une architecture de circulation, une architecture balisée, taguée, espace public, restaurants, cafés, entreprises, la ville étant une carte déjà fortement structurée et fortement stabilisée, la possibilité d'un déploiement de capteurs permet justement la captation de la pulsation urbaine d'une façon extrêmement fine. On peut comprendre véritablement tout ce qui se passe aujourd'hui dans une ville à moindre coût en multipliant les capteurs, que ce soit des capteurs de déplacement, que ce soit des capteurs de bruit, des capteurs de pollution. Il y a une multitude de capteurs qui peuvent être déployés dans un espace très restreint et qui peut impacter sur la compréhension de la vie d'une très grande partie de la population. Le troisième élément important, c'est la possibilité d'une traçabilité et d'une identification. La vie urbaine, la vie d'un citoyen dans la ville peut être aujourd'hui rassemblée, structurée autour de son identification et autour de son identité. On le voit pour des questions de sécurité. Le débat aujourd'hui sur les caméras à reconnaissance faciale,
c'est l'identification des personnes pour des raisons de sécurité. On peut y voir un aspect plus positif, l'idée d'une carte d'identification municipale qui puisse accéder à l'ensemble des services municipaux et à centraliser les besoins et les pratiques des urbains dans l'investissement des services municipaux, que ce soit des services culturels, de bibliothèques, de services administratifs, de crèches. On peut imaginer une compréhension des besoins du citoyen à l'intérieur de la ville grâce à une carte d'identification municipale universelle qui permet véritablement de mener une politique publique extrêmement fine, extrêmement ciblée, extrêmement personnalisée. Quatrième élément important, l'interopérabilité. La ville, ce n'est pas uniquement une administration publique, ce n'est pas uniquement un service public, ce n'est pas uniquement un espace public. C'est aussi l'interconnexion entre le service privé, le commerçant, le restaurant, l'entreprise, le bâtisseur, le promoteur immobilier, entre des entreprises privées et un espace administratif public. Cette interopérabilité, tant au niveau des données, tant au niveau des services, tant au niveau de l'usage des algorithmes, tant au niveau de l'accès aux infrastructures de communication, cette interopérabilité est une clé essentielle pour renforcer une dynamique qui engage à la fois des acteurs privés, des acteurs publics et des associations, car les associations ne doivent pas être exclues de ce système. L'accès aux informations, l'accès aux infrastructures publiques, les étudiants, les associations en ont fortement besoin. La ville peut être un espace d'égalité, d'égalitarisation d'accès à l'ensemble des services promis par la transition numérique. C'est un bien commun, et c'est un bien commun qui pourrait être fortement enrichi par les investissements à l'intérieur de cet espace. On peut imaginer que la ville se pense comme l'augmentation du citoyen, non pas seulement comme une infrastructure, non pas seulement comme une architecture, mais comme la possibilité de doter chaque citoyen d'une puissance, d'une augmentation de ses capacités. L'intelligence artificielle publique, il faut y penser. À partir du moment où des centres urbains auront à la fois des données et à la fois une intelligence artificielle, ils pourront donner un ensemble de services de conseil, d'appui, de recommandations aux habitants. Les habitants peuvent accéder à une compréhension, à une connaissance de leur ville qui va fortement augmenter leur capacité d'agir. Gestion de leurs déchets, gestion de la sécurité, gestion de leur consommation énergétique, gestion de la vie culturelle d'une ville. On voit comment, aujourd'hui, les données, mais bientôt aussi les données traitées par intelligence artificielle, peuvent véritablement renforcer le conseil décisionnel, le conseil stratégique auprès de chacun des citoyens. On pense aux citoyens lambda, on pense aux chefs d'entreprise, on pense aux présidents d'associations, on pense aux groupes organisés. Donc la ville peut véritablement apporter un service informationnel et stratégique en étant un tableau de bord auprès du citoyen. La ville, nous l'avons dit aussi, c'est l'espace public commun. Donc elle peut offrir des ressources mutualisées, un Wi-Fi gratuit, des espaces de coworking, des lieux communs, toute une série de ressources à la fois numériques et physiques qui permettent le vivre en commun, le travailler en commun, le télétravail en commun, le vivre en commun, le habiter en commun, le engagement citoyen en commun. La ville comme espace de ressources mutualisées qui crée justement de l'égalité entre les citoyens et comme espace public où le commun peut se produire et peut s'organiser, la ville numérique peut vraiment apporter un avantage certain. Troisième élément, le pilotage cybernétique, le fameux tableau de bord, on en parlait tout à l'heure, l'idée de pouvoir comprendre ce qui nous arrive, de comprendre ce que l'on fait et de pouvoir prendre des décisions augmentées. On l'a vu, aujourd'hui on voit ces tableaux de bord émerger partout. Enedis nous offre un tableau de bord de consommation électrique aujourd'hui qui est fin à la demi-heure près. Elle nous donne un accès à ces datas. Elle nous donne des conseils sur mieux économiser notre énergie, les investissements nécessaires, leur amortissement pour que notre maison soit de moins en moins énergivore. Et aujourd'hui, on pense même de plus en plus, non plus à économiser de l'énergie, mais à faire des bâtiments qui sont producteurs d'énergie, c'est-à-dire qu'ils produisent plus d'énergie qu'ils en consomment. Ce pilotage cybernétique sur l'énergie est une des solutions majeures de la crise écologique contemporaine. Les transports, les voitures en partage, les vélos en partage, voilà un ensemble d'éléments mis en commun, cybernétiques, pilotés par son smartphone, qui nous permet de rendre beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple
le transport dans une ville. Les villes d'aujourd'hui, les villes les plus modernes, sont bien plus agréables en leur cœur, en leur centre, que les villes des années 70. Et pourtant, nous sommes beaucoup plus nombreux dans cette ville, nous faisons beaucoup plus de transport. Il y a encore d'énormes marges sur le pilotage du transport. Nous pourrions multiplier les exemples à l'infini. Enfin, la ville comme un centre de connaissances, un centre d'apprentissage, comprendre la vie humaine, accéder aux data, multiplier les initiatives à la fois, non pas seulement d'innovation, mais de compréhension, de recherche sur la vie urbaine, sur les besoins, sur les crises, sur les problèmes. La ville comme knowledge center, la ville comme véritable laboratoire à ciel ouvert et d'expérimentation, mais aussi de recherche et de compréhension. Ça, c'est ce que pourrait apporter aujourd'hui de l'open data. Ça, ce que pourrait apporter des espaces de coworking, d'innovation et de recherche. On en a vu se multiplier de nombreux. Un des enjeux majeurs, c'est justement l'enjeu de l'écologie. Comment rendre une ville durable? Comment à la fois accueillir une concentration démographique exceptionnelle et dans le même temps la rendre supportable, la rendre durable? Aujourd'hui, en même titre qu'il y a un véritable mouvement écologique, un mouvement de durabilité de la ville, il y a la question de l'utilisation intelligente des ressources. Et qui dit utilisation intelligente des ressources, dit accès à la transition numérique, aux espaces et aux systèmes d'information partagés. On l'a vu partout. Les réseaux de télécommunications partagés, ça c'est bien évident. Les points d'accès libres, gratuits, multiples pour toutes les personnes, pour ne laisser personne exclu de ce système d'information. La gestion de son énergie, que ce soit dans son économie et dans la gestion et les partages, les fameuses smart grids énergétiques qui permettent à ce qu'une unité urbaine qui est en surproduction d'énergie renouvelable puisse immédiatement la partager avec ses voisins, la distribuer et la mettre en commun à l'échelle d'un quartier, voire à l'échelle de la ville entière. La gestion des déchets, qui est véritablement la question essentielle. On oublie trop souvent que la question essentielle d'une ville, c'est de pouvoir éliminer rapidement et à moindre coût les déchets. La question des déchets, du contrôle de ses propres déchets, du pilotage de ses propres déchets, à l'échelle individuelle, mais à l'échelle urbaine, du recyclage, voire de la valorisation de ces déchets, a été un enjeu majeur qui, dans certaines villes, a été entièrement résolu. Aujourd'hui, il y a des villes qui sont zéro déchet. On parle souvent de San Francisco, mais de plus en plus de villes sont en train de se rapprocher du zéro déchet, voire du déchet rentable, du déchet qui ne génère plus de coûts, qui génère plus de ressources que ses propres coûts. Ce qui est un enjeu majeur dans une ville. La question des éclairages publics et par là même la question de la sécurité, qui est un enjeu très important dans les mégalopoles et dans les très grandes villes. Vous voyez, une ville peut être plus sûre, mais en même temps, elle peut être aussi plus agréable. Elle peut être très très loin de la ville du XXe siècle qui annonçait la pollution, de la ville qui annonçait les blocages, les embouteillages, les nuisances sonores. La ville de demain peut être une ville de transport écologique et fluide. Une ville qui est sécurisée pour l'ensemble de ses citoyens et dans lesquelles, justement, on est plus en sécurité qu'en dehors de cette ville. Une ville avec laquelle on ne perd plus de temps, avec l'administration, les procédures administratives, les longueurs. Une ville dans laquelle on puisse créer de l'économie, créer de l'entreprise, ouvrir rapidement son commerce ou son artisanat, facilement innover, facilement entreprendre et en même temps être protégé et être sécurisé en cas d'échec. La ville, enfin, comme accès aux biens culturels. On le sait bien, plus une ville est grande, plus elle offre au centre urbain une offre culturelle importante. Bien souvent, très vite à la périphérie, et je ne parle même pas dans les régions rurales, cette offre culturelle disparaît. Pourquoi ne pas imaginer que l'accès à la culture soit numérisé? Pourquoi ne pas imaginer que les théâtres nationaux puissent faire des lives en direct et qui permettent à tout un chacun, moyennant des tickets extrêmement modérés, de pouvoir accéder à la représentation théâtrale de ce soir, au concert, à la musique classique, à l'opéra. Toute une offre qui est réservée habituellement à un centre culturel ultra limité, le numérique pourrait véritablement déployer l'offre culturelle, les bibliothèques numériques, l'accès à la musique.
On peut imaginer qu'une bibliothèque municipale n'offre plus des CD, mais offre au contraire une part à un accès à une plateforme musicale. Il y a énormément de choses à innover et à inventer pour offrir la culture qui était réservée à quelques-uns au centre-ville à l'ensemble des individus sur le territoire, voire au niveau régional. Donc une ville beaucoup plus agréable, une ville beaucoup plus viable pour chacun avec énormément d'égalité. Pourtant, il faut l'avouer, cette ville, à l'instar des technologies de l'information et de la communication, sont aussi des villes qui peuvent devenir cauchemardesques. De l'utopie, on peut vite basculer vers le cauchemar. Les villes telles qu'on le voit se développer ne seront-ils pas réservées à ceux qui peuvent payer? Des services numériques à la carte, des services numériques en fonction de la carte bleue. Pensez l'usager de demain non plus comme un citoyen urbain, mais comme un consommateur rentable, comme un consommateur bankable, et il y aurait une différence très forte entre celui qui peut s'offrir l'ensemble de ces nouveaux services numériques et ceux qui en seront définitivement exclus. Accéder à une voiture en location immédiate urbaine, accéder à de la prestation culturelle retransmise numériquement, accéder à une bibliothèque numérique, aujourd'hui c'est réservé à celui qui a une très forte carte bleue. Aujourd'hui, on peut accéder à des livres numériques, on peut s'inscrire à des plateformes de musique pour accéder à l'ensemble de la musique. Aujourd'hui, on peut imaginer toute une série d'éléments, mais qui dépend nécessairement non pas de sa carte d'identité, mais de sa carte bleue. La ville aujourd'hui, elle a un enjeu d'égalité d'accès et non pas de ségrégation par le consommateur et par son pouvoir d'achat. On peut ici imaginer la ville comme un Uber Space généralisé. Un Uber Space généralisé, c'est qu'en fait, on supporte la précarité, on supporte l'appauvrissement, on vient compenser l'appauvrissement en partageant les maigres ressources que l'on laisse à la population. On voit aujourd'hui, un centre-ville n'est plus habitable, il est beaucoup trop cher. La plupart des grandes villes sont beaucoup trop chères pour plus de la moitié des habitants. Alors, l'étudiant, le jeune salarié, il doit se résoudre à la colocation, à vivre à plusieurs dans un appartement, à habiter de plus en plus loin, à utiliser des transports en commun et de se rattacher aux maigres lignes de tramway et de métro dans une ville. On voit trop souvent que les technologies servent aujourd'hui de pansement, de sparadrap pour des populations qui sont de plus en plus pauvres et de plus en plus exclues. Troisièmement, cette idée de compétition urbaine. La ville aujourd'hui se pense comme un espace en compétition avec les autres villes, au sein même d'une région économique. Une région culturelle, une région territoriale, aujourd'hui, on voit les villes trop souvent se penser comme des villes en compétition. Alors que la logique même du réseau, c'est d'imaginer les villes en complémentarité. Pourquoi toujours penser la ville selon les critères du XXe siècle, celui de l'économie et de la centralité? Pourquoi les régions continuent à se penser avec la nécessité de développer une capitale centrale? Une ville numérisée, une smart city, un monde totalement numérisé sera un monde décentralisé. Il faut investir d'ores et déjà dans les petites et moyennes villes qui sont mourantes dans les régions. Il faut décentraliser, délocaliser, justement parce que l'espace numérique permet aujourd'hui le télétravail, parce que l'espace numérique permet aujourd'hui l'accès universel des ressources numériques. Et nous pouvons parfaitement imaginer un monde beaucoup plus décentralisé qui redonnerait vie à l'échelle d'une région à ces périphéries, à ces petites et moyennes villes qui aujourd'hui sont abandonnées. Le développement urbain et régional aujourd'hui est pensé selon des critères du XXe siècle. Les critères du XXIe siècle, la Smart City, interroge sur la question d'une répartition des ressources et d'une répartition mutuelle et systémique, c'est-à-dire complémentaire des différents lieux sur un territoire. D'ailleurs, la région est une unité économique et culturelle. Donc il y a toute une réflexion du réseau qui doit accompagner celle de la Smart City. La Smart City, pensée selon les critères du XXe siècle, c'est-à-dire comme un lieu unique, ultra centralisé, en train de désertifier les régions, serait véritablement un cauchemar. Les partenariats publics-privés. Aujourd'hui, trop souvent, les partenariats publics-privés sont des véritables arnaques. Les entreprises essaient de maximiser les bénéfices qu'elles vont pouvoir tirer en faisant peser tout le poids des risques
des crises et des dangers sur les finances publiques et sur l'administration. L'administration publique, bien souvent, n'est pas très regardante envers ses partenariats publics-privés parce qu'elle est trop pressée de pouvoir voir des réalisations qu'elle ne pouvait pas se payer. Elle rêve trop de pouvoir accéder à des ressources que seules les finances privées pourraient investir et déployer. On pourrait imaginer des partenariats publics-privés beaucoup plus vertueux, beaucoup plus encadrés, beaucoup plus intéressants, dans lesquels le bien commun et l'intérêt général soient aussi une priorité. Mais alors il va falloir intéresser les entreprises privées. Et les ressources numériques, la valorisation des données, la valorisation des infrastructures, la mise en commun entre les entreprises d'infrastructures publiques, voilà un des leviers d'intérêt général qui pourrait être aussi un levier d'attraction des investissements privés. Évitons aussi de faire même du citoyen un consommateur. Le fait qu'aujourd'hui, des services publics dans certains pays soient facturés, soient imaginés, qu'il y ait même plusieurs accès, un accès privilégié pour celui qui paiera en carte bleue et un accès complètement dégradé pour celui qui n'en a pas les moyens, un accès privilégié pour ceux qui ont du haut débit, de la connexion et Internet, et la fermeture de bureaux et d'espaces pour ceux qui ont des difficultés d'accès à la compréhension de la bureaucratie. Ça, c'est véritablement l'autre cauchemar que l'on voit poindre aujourd'hui avec l'e-administration qui se pense toujours, qui part toujours a priori que l'utilisateur est un CSP+, avec un ordinateur connecté sur Internet et qui comprend parfaitement la manipulation numérique et informatique. Enfin, le plus dangereux, la société de surveillance. Une ville de captation, une ville d'information, une ville de concentration et d'identification. On voit très bien que la ville pourrait être le cauchemar de Big Brother. On pourrait suivre un individu dans ses déplacements complets, on pourrait le suivre partout. Quelles sont les garanties aujourd'hui que les données sont sécurisées, qu'elles ne sont pas nominatives outre mesure, qu'elles ne le sont que quand c'est extrêmement nécessaire et que ces données nominatives sont même oubliées à partir du moment où elles n'ont plus de pertinence dans leur conservation. La question de la garantie, de l'éthique et des bonnes pratiques sur les données captées va être une question essentielle pour les données nominatives. Cette ville est toujours pensée comme une ville du futur, comme une ville qui n'existe pas. Et on a vu en Chine, en Corée du Sud, se multiplier des villes champignons ex nihilo, des villes de béton, des villes de promoteurs immobiliers dans lesquelles on parquait des habitants en leur servant une soupe fonctionnelle et toute une idéologie de la pratique et de la rapidité. Mais en réalité, les villes, elles existent depuis des milliers d'années. Les territoires sur lesquels nous sommes ont une culture, ont une identité. Pourquoi penser systématiquement à la technologie contre la culture, contre l'identité, contre l'histoire? Pourquoi toujours vouloir penser, faire rase du passé, faire disparaître le passé contre la technologie? Non, les technologies peuvent être au contraire quelque chose qui permet de redécouvrir son environnement, redécouvrir son histoire, redécouvrir son territoire dans ses trésors cachés. Les technologies peuvent magnifier l'identité et la culture des territoires et peuvent même la rendre beaucoup plus accessible, beaucoup plus partageable, que ce soit les ressources naturelles, que ce soit les ressources culturelles, que ce soit les peuples, les villages, les lieux, les places de mémoire. Le numérique pourrait être un formidable facteur qui rassemble les territoires autour d'une histoire et d'une identité plurielle et commune. Nous en resterons donc à la question de la ville intelligente. La ville intelligente, la ville de Smart City, c'est énormément de promesses, énormément de risques, beaucoup de chantiers, beaucoup d'innovations, beaucoup de projets qui sont des prototypes. Mais j'irai plus loin avec ce dernier point. Et si en fait la ville de demain n'était pas une ville? Et si la Smart City était tout sauf une city? Réfléchissons. Décentralisation, abolition de l'espace et du temps, démocratisation, innovation plurielle, communication bottom-up. Et si la ville de demain laissait sa place aux périphéries, au pluriel, au réseau? Et si au lieu de tout concentrer dans un centre, on se dispersait dans les villes aux alentours, dans les quartiers périphériques? Et si la ville de demain n'est pas une ville centralisée? Et si c'est plutôt un réseau local? Allons plus loin. Et si en fait la ville, ce n'est plus une ville,
c'est une région. C'est un ensemble de petites villes, de travailleurs, de salariés qui n'ont plus besoin de se déplacer pour travailler, pour accéder à des biens culturels, pour accéder à l'administration. Comment ça se fait qu'en 2020, une ville ou un département puisse avoir une seule préfecture ou sous-préfecture administrative et qu'on doive encore prendre sa voiture et dans certains départements rouler 40 minutes, faire 30 minutes à 1 heure d'attente pour pouvoir faire une procédure administrative. Ce n'est plus possible. Si la ville ne m'est plus nécessaire administrativement, parce qu'en fait, il y a des téléprocédures, culturellement, parce qu'en fait, j'accède à la plupart des biens culturels de la ville à distance. Si elle ne m'est plus nécessaire pour travailler, parce que, en fait, partiellement, je suis en télétravail, voire je suis complètement en télétravail, je peux entièrement repenser mon travail, ma vie, sur un territoire à l'échelle régionale. Je peux habiter n'importe où. Et donc peut-être que la meilleure des smart cities, c'est celle justement qui se désintégrerait comme city, c'est-à-dire une city pervasive. Et là, on revient sur cette question essentielle de la Holo City, la cité fantomatique. Et si la ville de demain était un imaginaire numérique? Et si elle n'avait pas de réalité physique? Si au contraire la ville de demain s'était débarrassée de ses contraintes territoriales, physiques, et qu'elle formait ville désormais à l'échelle d'une région? C'est peut-être ça, la meilleure utopie de la Smart City, ce n'est justement pas une city. Merci de votre attention, c'était mon point de conclusion sur ce cours sur la transition numérique. Nous sommes restés ensemble une bonne dizaine d'heures et j'espère que vous avez beaucoup mieux compris ce que c'était que la révolution numérique et vers quoi elle nous faisait tendre. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, il y a encore beaucoup de questions. La technologie ne répond pas aux questions. Elle est un moyen aux questions que l'on se pose, aux problèmes que l'on veut résoudre. L'essentiel dans la transition numérique, c'est le projet, le but, les valeurs, l'éthique et surtout les enjeux politiques et les rapports de force qui en découlent. Merci.